Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction, et cet après-midi, nous allons parler façade technique. Et avec moi, pour en parler, trois architectes. Bonjour. Bonjour. À ma gauche, Madame Sabine Le Ribot, bonjour. Vous êtes donc architecte et vous venez de Belgique, ou en tout cas, vous travaillez sur des projets en Belgique. Oui, tout à fait, en Belgique et au Luxembourg également. D'accord. Comment s'appelle votre agence? Architecte à SOC. Et vous pouvez nous en faire une petite description? Nous sommes un bureau de taille moyenne, des architectes très engagés, venant d'un peu partout en Europe, mais on travaille principalement à Bruxelles. Nous sommes très investis, comme beaucoup d'architectes, dans la construction durable, mais on voudrait à chaque fois par nos projets essayer de faire le lien avec l'impact sociétal que peuvent avoir nos projets. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure avec votre projet. À côté de vous, Monsieur Christophe Aubertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi architecte et vous venez d'un collectif, le collectif Studio Lada, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Pareil, une petite description. Donc, collectif Studio Lada, on est installé à Nancy, donc dans cette ville, proche d'ici. On est un collectif de 6 architectes indépendants qui partageons des convictions et un outil de travail au sein de ce collectif. Et on est une équipe de 12 maintenant avec nos salariés. Voilà. Vous intervenez sur quel type de projet? On intervient sur des petits projets, plutôt des petits équipements publics, surtout du public en zone rurale, beaucoup dans la Lorraine, dans notre région qu'on affectionne beaucoup, et on essaie de travailler toujours avec les valeurs locales et les ressources locales. À côté de vous, Monsieur Jean-Paul Roda, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes architecte, oui. Et c'est Jean-Paul Roda Architecture, c'est ça? Oui, Roda Architecte. Roda Architecte. Ouais. Pareil, une petite description de votre agence? Alors nous, on est installés à Lyon et Grenoble. Nous sommes 8 personnes aujourd'hui, donc 2 associés, 5 architectes et une assistante administrative. Et notre rayon d'action est surtout la région Rhône-Alpes. Et nous faisons que du bâtiment public avec des matériaux biosourcés essentiellement, le plus possible. Alors, on va voir avec vous 3 exemples très différents de façades techniques, mais avant on parlera bien sûr des bâtiments, et on va commencer par vous. Donc ce bâtiment dont vous allez nous parler, de quoi s'agit-il? C'est un incubateur environnemental de 12 000 m², phase 1 et phase 2. J'ai présenté aujourd'hui la phase 1, déjà construite. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle un incubateur de start-up. Il y a des ateliers, il y a des bureaux, il y a des choses comme ça. Alors, il y a la particularité ici, c'est que les ateliers en partie inférieure, qui font 6 à 8 mètres de haut, reçoivent au-dessus un étage d'incubateur. D'habitude, les incubateurs, les zones de bureaux sont à côté des ateliers. Ici, on a voulu superposer les deux pour réellement créer une interaction entre les deux fonctions. D'accord. Sur l'intention architecturale, comment vous mettez ce bâtiment dans son environnement? Où se trouve-t-il et comment vous le dessinez? Alors, l'immeuble, c'est important de le comprendre, se trouve entre 2 zones très différentes à Bruxelles, la zone canal très industrielle et puis des quartiers d'habitation de Molenbeek et de Laken derrière. Donc, le projet Greenbees ne fait pas tampon entre ces 2 zones. Greenbees fait le lien entre ces 2 zones. Pour cette raison, le bâtiment est dessiné très perméable, comme l'intérieur de votre ventre est un intestin avec beaucoup de surface de contact. Greenbees est dessiné de la même manière. Cette perméabilité a entraîné une non-compacité, ce qui n'est pas courant quand on fait des bâtiments énergie efficients du point de vue énergétique. Et donc, cela a entraîné énormément de contraintes techniques en dessinant les façades. Avant de venir aux façades, vous disiez tout à l'heure que vous insistiez beaucoup sur le sociétal dans votre agence. Ici, comment ça se traduit ? Par exemple, la façade que vous voyez ici, c'est la façade de la rue Lefebvre. L'ensemble du Charrois, les 10 tonnes, les clercs, les camionnettes sont concentrés sur cette avenue. Les 3 autres façades de l'îlot sont en grande partie piétonnes, avec une place bicéphale qui a été créée entre la zone industrielle et la zone justement de logement pour créer du lien entre ceux et celles qui travaillent et ceux et celles qui habitent. La perméabilité permet aux gosses qui vont d'une école à l'autre, parce que c'est aussi un quartier rempli d'écoles, de passer devant le bâtiment. C'est un immeuble où normalement le maître d'ouvrage ne demandait pas de fenêtres, par exemple. Nous on a mis des fenêtres très basses. On voit souvent les enfants mettre leur nez à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Greenbees représente le travail de façon responsable
un travail engagé et c'est important de faire passer ce message-là aussi, par exemple, dans la rue arrière, qui était une rue tout à fait occupée par des voitures. On a proposé justement de transformer cette rue en espace partagé entre les deux écoles pour qu'il y ait le maximum de contact entre cette population bourrée d'énergie et la fonction travail vue de façon responsable. D'accord, donc un contact entre les écoles qui sont à côté, le bâtiment, les gens qui y travaillent, et quelque chose en fait qui doit créer une forme de synergie. Tout à fait. Parlons du bâtiment cette fois-ci, et en termes de structure, comment est-il conçu ? Alors, parce que l'immeuble est passif pour sa partie supérieure et basse énergie pour la partie inférieure, donc pour les ateliers, nous avons travaillé avec du béton préfabriqué pour profiter de l'inertie thermique du béton. Il y a du slab cooling qui est mis en place. Autour de cette structure très répétitive, très modulaire, on a installé des façades préfabriquées en bois, en caisson. Ce n'est pas un type de façade bois dont nous avons l'habitude d'utiliser. Les systèmes caissons ont eu l'avantage d'offrir un prix optimisé. C'était important pour nous le prix, puisqu'on voudrait que ce que l'on fait puisse être considéré comme exemplaire. Et si on n'arrive pas à maîtriser le coût, on ne pourra pas justement répéter cette expérience. Donc important déjà, cette façade technique vous apporte une maîtrise des coûts. Oui. Sur le descriptif, est-ce que vous pouvez nous décrire le sandwich, le panneau, la manière dont est fait ce panneau de façade? Alors le panneau de façade est construit avec un panneau étanche à l'air côté intérieur, puisque l'ensemble des ateliers atteignent 1.5, l'incubateur 0.6 au niveau étanchéité à l'air. Il y a ensuite 27 cm de cellulose en vrac, justement insoufflé une fois qu'on est sur chantier. Ensuite, il y a un panneau qui est par pluie. Ensuite, il y a un bardage. Donc, c'est très, très simple comme type de construction. On parle de façade technique. En quoi cette façade est technique ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a une haute technicité ? Ou alors, vous venez de dire qu'elle était simple, donc je dis une bêtise, mais... faut pas prouver quand je dis une bêtise. Donc, façade technique, pourquoi ? Je pense qu'un animal ou une fleur est un élément excessivement technique, mais dont son fonctionnement et son rapport forme-fonction est optimisé. Même la fleur la plus simple. C'est la même chose pour une façade. On peut dire que c'est une façade technique. On a mis beaucoup d'efforts à l'optimiser, tant au niveau du coût qu'au niveau de performance thermique, l'étanchéité à l'air et les performances feu, qui sont excessivement contraignantes. Voilà, vous aviez une grosse contrainte feu sur ce bâtiment. Voilà, c'est ça. Donc la question feu, elle est importante. L'évolution des normes en Belgique, Architecte ASSOC fait partie d'un comité technique qui étudie justement la performance feu des façades, et ça va être inscrit dans l'arrêté royal. C'est une façade technique parce que toute cette technicité a été intégrée, mais le résultat n'est pas technique, il est low-tech, comme on dit, et c'est ce qui permet d'aller vite, c'est ce qui permet d'ouvrir le marché. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire ce type de façade, et on le prouve de projet en projet. Merci pour ce descriptif. On va passer aux deux autres bâtiments. Avant, est-ce que vous avez une petite réaction sur ce que vous venez de voir ? On va dire, est-ce qu'on travaille, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient d'un pays voisin, est-ce que ce genre de choses est reproductible ici en France ? Sans doute, mais ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que avec le bois, on peut exprimer plein de choses. On peut faire plein de choses. Je dirais pas que c'est facile, mais en tout cas, il y a un esprit créatif dans le matériau qui permet dans les trois exemples que nous avons ici, de faire des choses très différentes, mais avec quand même une logique constructive assez forte, parce que ça demande effectivement du détail, d'assemblage, etc. Et je trouve qu'il y a de la pertinence dans ces projets-là. Et le point commun, c'est la matière, le biosourcé, avec notre personnalité, quoi. Bien sûr. Et sur le bâtiment de Sabine aussi, ce que je trouve qui est impressionnant, c'est que c'est une très grande échelle. C'est donc des panneaux préfabriqués qui ont une certaine géométrie qui doit être efficace en termes de montage. Et pourtant, l'aspect, les façades de ce bâtiment sont très dessinées, très calpinées, avec donc ce motif triangulaire qui demande un soin très particulier dans les traitements des angles, dans les raccords avec le préau, dans les raccords, et tout ça est très maîtrisé. Et je pense que là, on démontre aussi ce qu'on peut faire avec le matériau bois en prenant un soin, la précision, le soin, le calpinage.
Alors juste deux choses, on a eu d'excellentes entreprises sur chantier, c'est clair, pour monter le bois. Et deuxième chose, les gamines du quartier avec qui on veut rentrer en contact ne retiennent pas du tout mes problèmes d'étanchéité à l'air ou incendie ou la technicité des façades. Mais quand je parle de ce bâtiment-là, eux et elles se souviennent, ah oui, ce bâtiment triangulaire en bois. Et il y a des trucs qui se passent là à l'intérieur. C'est ça qui retient l'œil. Ils se souviennent du bois. Oui. Eh ben, on va aller dans une école. Non, c'est pas une école. J'ai dit une bêtise, mais vous avez fait des écoles. Non, c'est une maison de retraite. C'est une maison de retraite. Un peu après. Ouais, un peu après. Donc, allons-y. Sur votre projet, sur ce qu'on vous demande, la commande, hein, et comment vous, architecte, quelle est votre manière d'aborder la chose et de le concevoir? D'accord. Donc on est sur un petit bâtiment de 300 mètres carrés, hein, donc une toute autre échelle. Et c'est une extension de maison de retraite dans la Meuse, territoire rural de notre département. C'est aussi un territoire qui, nous, est le territoire de la pierre. Par exemple, les Vosges, c'est plutôt le territoire du bois et la Meuse, la pierre. Donc une envie de travailler avec ce matériau. Et donc déjà le projet est conçu dans la pente. Volontairement on met le projet dans la pente et on le fait émerger en tête et un peu se projeter sur le paysage, sur un premier plan boisé et au travers de ça la vue sur le grand paysage. Donc c'est toute cette mise en scène très simple. Et ensuite un bâtiment rectangulaire qui se veut être très efficace, très organisé pour minimiser les coûts. Et garder justement du budget pour réfléchir à la peau du bâtiment et cette façade. Voilà. Paradoxalement, vous voulez de la pierre, mais vous construisez un bâtiment en bois. Oui, voilà. Alors, pourquoi ce choix du bois? Ce choix du bois, c'est, disons que je pense que c'est ce qu'on fait de moins cher et de plus efficace, l'ossature bois pour faire un bâtiment isolé, très bien isolé, et en économisant des mètres carrés parce qu'on a des murs assez fins, et donc en faisant un bâtiment sain aussi et biosourcé. Donc nous on construit essentiellement en bois. Et ensuite, on aime, la question de la peau extérieure du bâtiment bois doit vraiment être un élément indépendant. Ça, on en est convaincu qu'on peut faire un bâtiment en structure bois et l'habiller de beaucoup de manières différentes. Et aujourd'hui, on voulait aller vers ce matériau biosourcé et local et se demander comment on pouvait prendre une plaque de pierre qu'on trouve très facilement sur des vendeurs de pierres de sol. Et la mettre en façade dans des montants en bois aussi très simples. On essaye d'éviter aussi tout produit industrialisé, d'être vraiment dans des fournitures de la carrière, de la scierie, des éléments simples et peu usinés. Là, sur ce qu'on voit, les montants en bois, la pierre, on est sur des produits locaux à chaque fois. Oui. Voilà, on est dans le local, à la fois sur la pierre et à la fois sur le bois. Enfin, le bois est des Vosges, donc il reste de la même région. Local, voilà, cette mise en œuvre. Alors ensuite, c'était pas simple parce que la pierre la pierre en section mince peut être fragilisée par des déformations du bois, et il a fallu donc faire un ATEX, un avis technique d'expérimentation pour un projet qu'on a mené sur un petit projet, ce qui est assez rare sur des petits projets, mais on a été au bout et on a pu valider cette solution-là avec un système de joints, de calcul de dilatation, de mise en œuvre, de remplacement de pierres, de toutes ces questions-là. Donc on a à la fois le caractère innovant, on va dire, avec latex, ou en tout cas de rassurance des assurances. Et l'idée, c'est d'aller voir comment se maintient la pierre à l'intérieur de ce cadre bois. Oui. C'est ça l'aspect très technique en fait. Oui, pour le coup, on parlait de technique. De mesurer la déformation du bois pour qu'elle n'aille pas trop loin et ne casse pas la pierre. C'est ça la grande question. Voilà. Et donc, a priori, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Comment se passe la jonction? C'est un joint? Alors, on a donc vous voyez ces systèmes de clôture béton où on a des poteaux béton et des panneaux préfabriqués qu'on vient glisser. Tout à fait. C'était l'image qu'on avait. Mais on a reconstitué donc cette glissière en venant fixer deux petits tasseaux de bois sur le poteau rapporté. Et donc, on vient mettre la plaque de pierre et on vient mettre le deuxième tasseau après, comme une part close de menuiserie. C'est la même manière qu'on ouvre une menuiserie pour changer le vitrage. Donc on fait la même chose, on met la pierre, on remet le tasseau et on referme très simplement. On referme, mais il n'y a pas de joint qui absorbe la dilatation. Il y a un joint EPDM qu'on a pris le temps de choisir, qui fait 4 mm et qui peut avoir une déformation jusqu'à 1 cm, gonfler jusqu'à 1 cm et revenir à sa taille. Donc, et pour une durée de vie de 15 ans. Avec
Donc une façade sur ossature bois, façade pierre sur ossature bois, on peut dire. Exactement. Même chose, une réaction? Juste une question, quand vous avez proposé ce type de façade au maître d'ouvrage, est-ce que sa réaction était dubitative ou bien convaincue tout de suite? Et une fois que le chantier s'est terminé, est-ce qu'il a été rassuré par le coût des choses, par le bon déroulement du chantier? Comment ça s'est passé concrètement, les relations avec le maître d'ouvrage, avec ce projet particulier, comme vous dites? Alors, le client a été un peu dubitatif, mais on l'a conforté en lui disant que c'était une solution très pérenne et très noble. Ça, il a adhéré. En termes financiers, on lui a dit qu'on resterait dans le budget. Et ensuite, on avoue qu'on lui a un peu caché toute la complexité technique de latex. On lui avait pas parlé de latex. Oui, on lui a un peu caché. Sachant qu'on avait des solutions de repli possibles, on aurait très bien pu finir avec un bardage bois ou un bardage en panneau compact ou panneau fibro. Ça aurait été possible, mais on ne le souhaitait pas du tout. Mais on savait que même au tout dernier moment, on aurait pu se replier vers une solution plus classique. Une question sur l'entreprise qui a mis en œuvre. Qui est-ce qui a mis en œuvre? C'est le charpentier, c'est un façadier, et sur latex du coup, parce que latex c'est un coût à charge des entreprises. Oui. Et sur un petit projet, c'est pas toujours facile. Oui. Alors l'entreprise c'est le charpentier. Toute la technicité est au charpentier. Le carrier a juste fourni les plaques qui n'ont aucun usinage particulier. D'ailleurs, il y a aussi cette question aujourd'hui qu'on se pose, c'est comment on va déconstruire les bâtiments à leur fin de vie et qu'est-ce qu'on va faire des éléments. Et donc là, il y a des éléments, moins ils sont transformés, moins ils sont usinés, et plus ils peuvent être réutilisés pour d'autres choses. Et ensuite, le financement de latex, pareil, on l'a financé un peu indirectement, on l'a mis dans le cahier des charges pour le charpentier. On a peut-être aussi un peu caché au maître d'ouvrage ces postes qui étaient sur des forfaits d'études. On lui avait dit après. On a respecté le budget global. Et comme je le disais aussi, c'est qu'on a été très sage sur d'autres choses, sur la forme de ce bâtiment. C'est très compact, très raisonné. Donc du coup, on parle de 10 000 € sur une opération globale à 1 million parce qu'il y avait encore d'autres choses. C'est négligeable. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on répartit le budget ailleurs, on parle de 1% pour une petite innovation. Et vous posiez la question, le maître d'ouvrage est ravi de ça. Pour l'anecdote, il y a un des résidents qui est décédé quelques années avant de la maison de retraite, qui n'avait pas d'héritier et qui a légué une grosse somme d'argent à la maison de retraite, qui a souhaité l'investir pour ce bâtiment. Et on trouvait que c'était aussi très noble de lui faire hommage avec un matériau pérenne comme la pierre. Voilà. Monsieur Roda, par rapport à ce que vous venez d'entendre, et puis après on va parler... Moi je trouve que c'est assez remarquable. Il y a beaucoup de conviction et une envie d'y arriver. Parce qu'associer du bois et de la pierre, on pense que c'est pas forcément possible. Ça peut presque être antinomique et finalement non, pas du tout. Je pense que ça demande de l'inventivité et de la technicité bien sûr. Et c'est ça qui est beau, c'est que franchement je trouve que c'est un bel exploit quelque part. Mais en tout cas ils ont tenu, c'est jusqu'au boutiste, ça tient bien et c'est remarquable quoi. Je trouve que c'est vraiment, ça ouvre des portes justement à d'autres choix encore possibles entre un matériau biosourcé, un éco-matériau qui est plutôt un matériau lourd, le bois un matériau léger et finalement ça marche très bien ensemble. Ok, super, merci. Merci. Monsieur Roda, on va partir en Isère. Oui. Donc là, on a changé d'échelle, on est revenu sur un bâtiment un peu plus important. Même question, hein, où sommes-nous? Quelle était la commande et comment vous y avez répondu? Alors nous sommes sur la ZAC Cambridge à Grenoble, qui est une ZAC qui est à la confluence de l'Isère et du Drac. Et ce que vous voyez là, c'est d'abord une figure imposée, c'est-à-dire que le gabarit de l'immeuble nous est donné. On nous donne cette enveloppe-là, ni plus ni moins, et on nous demande en plus de distinguer le socle de l'élément supérieur. Donc il fallait absolument faire un travail sur deux matières, et il est vrai qu'on avait plutôt envie d'avoir du lourd et du léger. Donc on a travaillé sur la massivité du rez-de-chaussée, qui est un socle en béton double épaisseur, c'est-à-dire que c'est un mur béton GBE, donc avec un mur de 20 cm à l'intérieur, un mur de 12 à l'extérieur, et entre les deux il y a l'isolant. Donc tout ça c'est mis en place en même temps, avec des commerces en rez-de-chaussée. Et puis après la boîte supérieure, elle est en mur manteau bois qui vient envelopper les dalles béton et les refends du bâtiment. Et entre les deux, on a fait un joint creux qui permet de faire la distinction d'une part et de donner vraiment une vigueur au projet.
de détachement entre les deux éléments forts. Et puis on a travaillé aussi sur le délitement. Plus on monte et plus le projet se délite pour essayer de toucher le ciel quand même. Bon, il le touche peut-être pas tout à fait, mais presque. C'est le mieux de Grenoble, sans pollution apparemment, Oui, ce jour-là. c'est sans pollution. Oui, la photo a 10 jours, hein, elle est récente. Le bâtiment a bientôt 2 ans, enfin 2 ans en novembre. Et là, bon, la photo elle est un peu pixelisée, mais elle est beaucoup plus claire que ça. Elle n'est pas du tout gris foncé comme on le voit là. Elle est assez claire. Enfin, la façade de droite est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Si on parle technique, on est sur quelque chose, on va dire, de très fini, de très préfabriqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le process? Alors le process, le mur est fabriqué en atelier, donc sur sa hauteur d'étage, sur environ 10 à 11 mètres de long, avec sa menuiserie, son bardage, son isolant. Enfin, c'est un sandwich presque fini, qu'on vient livrer sur place et qu'on va accrocher sur les nez de dalle. Alors ce qui est important aussi, c'est que toute la technicité va venir dans les jeux d'assemblage entre le bois et le béton, parce qu'on a 2 matériaux qui n'ont pas les mêmes tolérances. Donc on sait très bien que les dalles béton peuvent avoir un léger flash, que les hauteurs peuvent être variables. Et en plus, nous on voulait que les menuiseries soient toute hauteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retombée de linteau, c'est que la menuiserie va du sol au plafond entre les 2 dalles. D'où une complexité supplémentaire. Voilà, donc c'était un enjeu supplémentaire. Donc là on le voit bien, les traits horizontaux c'est les limites de dalles en fait. Et on voit bien que la menuiserie va de l'un à l'autre, donc sans linteau qui retombe. Donc, et puis après il y a un travail aussi sur l'aléatoire des loggias qui est lié à la disposition intérieure des logements, puisqu'on va faire bouger les séjours et les chambres d'étage en étage pour que les loggias aussi elles dansent sur la façade. Et ces loggias se protègent par des volets coulissants qui peuvent être plus ou moins fermés si on veut. Et puis il y a un travail de filtre bois fixe qui vient écrire aussi, qui donne un petit peu d'élégance à l'ensemble et qui joue avec les parties pleines. Donc il y a plusieurs échelles en fait d'intervention. Mais pour revenir à la technicité, c'est vrai que elle était complexe, puisque le fait d'avoir des loggias décalés, il y a des systèmes d'étanchéité qui sont pas les mêmes. Enfin bon, des hauteurs d'étage, quand vous mettez une étanchéité avec un isolant, ça augmente l'épaisseur de cette dalle. Donc il a fallu gérer tout ça pour ne pas lire ces différences d'altitude, etc. Donc là, il y a eu 1000 détails de fait, quoi. Beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Beaucoup de détails façade. En finition, vous mettez un bardage bois. Oui. C'est quel type de bardage? C'est un Douglas. Donc l'avantage du Douglas, c'est une essence classée 3. C'est-à-dire qu'elle ne demande pas de produit d'imprégnation. On peut le poser tel que. Donc il est considéré comme imputrescible. Il n'y en a pas 50, hein. Il y a le Douglas et le Mélèze, en gros, qui sont des essences qu'on peut poser comme ça. Le seul traitement qu'on a fait, c'est sur la façade qui est en pignon à gauche, qui sera traité M2, puisqu'on est très proche de l'immeuble d'en face, donc il y a une sécurité vis-à-vis du feu. Sécurité vis-à-vis du feu par rapport à ça. On a un mur qui est traité, mais donc, pour des raisons autres que le vieillissement du bois. Voilà. Sur l'aspect vieillissement du bois, donc vous le laissez à l'état brut. Oui. Il y a toujours ce grand débat, puis je vais reposer la question. Est-ce que c'est bien accepté? Est-ce que vous en avez parlé? Comment vous le gérez ça? Alors c'est sûr que dans la tête de l'urbaniste qui n'a pas forcément de culture en bois comme ça, il voulait du bois qui ne vieillisse pas, quoi. Et donc tout le monde lui a dit un bois qui ne vieillit pas, ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est qu'il vieillit bien. Donc pas de coulure, pas de taches grises ou de taches différenciées. Donc ce qui est important, c'est que ce bois vieillit naturellement, tout doucement. Là les murs ont 2 ans, donc on voit que il y a des parties plus ou moins grises. Ça a commencé, mais franchement, je trouve qu'il se porte très très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de coulure, des choses comme ça, qui fait que ça vieillit mal. Donc c'est très bien accepté. Comme le béton brut en fait, hein, mais sauf que le béton brut c'est notre culture depuis très longtemps. Ça passe très bien. Pourtant le béton brut, ça a aussi ses défauts. Et je trouve que le bois là se marie bien d'une part et vieillit très très bien. J'avais une fois quelqu'un sur ce plateau qui me disait mais on parle toujours du vieillissement des façades bois, mais toutes les façades vieillissent en réalité. Bien sûr, tous les matériaux vieillissent. Sur ce bâtiment, quelle est votre réaction? Comment, pareil, même question que tout à l'heure. On parlait je ne sais pas quel type d'opération c'est, ceci c'est privé, c'est un promoteur privé qui intervient ou ce sont des logements sociaux? Non, c'est un promoteur public, c'est du logement social. C'est un bailleur social donc qui
qui a loué après ou revendu les commerces en rez-de-chaussée, Oui. mais tout le reste c'est du logement social. Et donc, le prix a été important. Le Oui. prix, justement, vous êtes à combien? Le prix au mètre carré de façade, par exemple, est-ce que ça l'a Alors, inquiété? Sur ce non, point-là. je pense pas. En fait, c'est une globalité. Ce qui est important, c'est c'est l'économie de conception. C'est-à-dire que dans notre conception, on pense avec la matière, et à partir de là, au niveau des trames, au niveau des choix de calpinage, etc. Si on pense bien ça au départ, il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher que faire un mur en béton. C'est pareil. On pense en béton, il a son coût. Mais donc, je dirais, ce qui est important, c'est ça, c'est l'économie de conception par nos détails, des assemblages, etc. Et la globalité aussi. Et la globalité, ouais, tout à fait. Oui, moi, encore une fois, l'élégance du dessin aussi sur le traitement de ce socle. Là aussi, le vieillissement du bois. Je trouve que on peut, quand on l'allie avec un matériau qui a un vieillissement beaucoup plus, lent et qui se patine, qui reste plus net, comme ce socle en béton. Enfin, et jouer avec ces contrastes, justement, ça met en valeur un élément qui vieillit parce qu'il est contrasté par un élément qui se maintient. Et c'est là où ce vieillissement devient une patine, voilà. Et ce travail sur le socle béton, le joint creux et la masse en bois au-dessus qui va griser lentement, je pense que ce sera intégré. Et Oui, il y a une harmonie de toute façon avec le béton et le bois qui Oui, grise. oui, bien sûr. Ouais. Oui, il y a un effet de camailleux, quoi. C'est-à-dire que le bois, il bouge, mais il bouge pas. Celui qui est au fond de la loggia, il va pas bouger. Mais donc ça lui donne toutes ses couleurs et toutes ses teintes. En fait, il y a toute une palette en fait de teintes, mais qui reste harmonieuse. Oui. Et aussi, comme tu disais, pour avoir les lignes, pour avoir ce dessin, cette trame qui est très importante, c'est là où toute la technicité Oui, intervient oui, sur oui, les oui. gestions des épaisseurs, des isolants, des ponts thermiques. Et là, il y a un travail Oui, de, oui. il y a un C'est travail là où de on dingue. reparle de technique. Oui, Ouais. bien sûr. Là, il y a pour une face cachée de arriver l'iceberg. à cette simplicité. Ouais. ouais. Donc, des façades a priori simples en apparence, mais en réalité quand même très techniques, et Ouais, ouais. même en Belgique. Attention. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV nous Merci. parler de ces façades, ces belles façades techniques et ces belles façades tout simplement. Une émission donc à retrouver sur notre site Batijournal TV, sur le site de nos partenaires France Bois Forêt et sur le site du Forum Bois Construction. Merci d'être venu jusque-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.